On va demander à notre Benjamin de faire l'appel. Richard Mallier, Mathieu Pietri, Corinne Lemeu, Yann Pertuzel, Christine Sicardi, Thomas Bergère, Sophie Suras, Stéphane Piracini, Maëva Gautelier, Joseph Cassaro, Roger Mossé, Dominique Bièche, Alain Auxerre, Pierre Maroc, François Degnaud, Evelyne Louis, Véronique Garnier, Catherine Bienfait, Marie-Christine Rodriguez, Catherine Foulon, Marie-Pierre Vicello, Florian Paris, Christelle Kégine, Patricia Coty, Jean-François Kerr, Julien Sterini, Hervé Kella, René Alberici, Philippe Canobio, Geneviève Martin, Saïd Achache, Michel Dechaud. Le quorum est atteint. Merci Camille. Je rappelle que ce conseil municipal n'échappe pas à la règle et que lui aussi sera filmé. Tout d'abord, permettez-moi d'adresser mes premiers mots pour faire écho à une actualité internationale extrêmement préoccupante. Vous l'aurez compris, je veux bien entendu condamner l'invasion militaire de l'Ukraine par la Russie. Ces images d'une capitale aux portes de l'Europe bombardée et les agissements du dictateur Poutine appellent une réponse à la hauteur. Cette situation inédite, depuis des décennies, impose une forte mobilisation pour éviter le pire. La Géorgie en 2008 était un avant-goût et par contre nous avons su faire triompher la démocratie par la diplomatie, espérant que nos décideurs pourront réitérer. En ce qui nous concerne, je vous propose, mes chers collègues, si vous en êtes d'accord, de voter dès ce soir, grâce à une délibération inscrite en urgence, distribuée sur table, une aide exceptionnelle d'1 € par habitant pour la Croix-Rouge. Le Comité international de la Croix-Rouge, actif en Ukraine, a en effet lancé un appel aux dons. Dans un rapport, l'organisation répond à des besoins humanitaires urgents et doit pouvoir poursuivre son travail de sauvetage. Les ingénieurs et médecins de l'eau du CICR visent à aider plus de 3 millions de personnes à accéder à l'eau potable et à améliorer les conditions de vie de plus de 66 000 personnes dont les maisons ont été endommagées par de violents combats. Dès demain matin, une cagnotte en ligne sera ouverte pour les bouquins qui souhaitent individuellement témoigner leur soutien au peuple ukrainien. Elle a comme objectif de récolter des fonds pour soutenir l'action humanitaire de la Croix-Rouge sur place. Mais j'ai par contre le plaisir ce soir d'installer en qualité de conseillère municipale Mme Michel Dechaud, suite à la démission de Mme Valérie Giacomazzi. Je lui souhaite la bienvenue parmi nous. Je souhaite remercier vivement les organisateurs du 22e Salon international de l'orchidée et des plantes d'exception. Une fois de plus, les merveilles de la nature ont fait la renommée de notre commune. Le conseil de ce soir traitera majoritairement de finances. Outre les traditionnelles demandes de subventions, nous traiterons du rapport d'orientation budgétaire, comme nous le faisons annuellement. Nous étudierons également divers points de fonctionnement courant des services publics communaux. Je vous informe que l'association JH Fonsolière organise son 2e concert jazz vendredi prochain à 20h30 à l'espace Jean d'Ormesson. Événement musical à ne pas manquer pour découvrir Renaud Ginsane à la trompette, Francis Coletta à la guitare, Stéphane Mondésir au piano, Jean-Paul Artero à la contrebasse et Bernard Césari à la batterie. Toujours dans cette salle,
autour du thème de la musique, samedi 26 mars à 15h. L'ADSB vous propose une conférence animée par notre ami Michel Camat, le chef d'orchestre, un musicien singulier. Enfin, cette nouvelle salle accueillera l'exposition de l'Omnibus, Quand les pinceaux s'en mêlent, du mardi 8 au lundi 14 mars 2022. L'âge, la couleur de peau, les garçons et les filles, autant de différences sur lesquelles nous nous faisons des idées, parfois vraies, mais parfois préconçues, hâtives ou fausses. La différence vous intrigue, nous questionne, nous gêne. Comment l'apercevons-nous? Quels préjugés projetons-nous sur l'autre? Quel est l'intérêt d'essayer de le comprendre? Pour lui comme pour nous. Cette exposition interactive propose de parcourir l'univers d'illustrateurs jeunesse ayant abordé les thématiques du préjugé et de l'ouverture à l'autre. Plutôt que de venir simplement écouter, je vous propose de devenir chanteur. Vous avez envie de chanter? Participez à la deuxième session de l'atelier Chansons pop-rock pour les 12-18 ans de 18h30 à 19h30 à la Bastide de la Salle. Envie de rire? Pourquoi pas découvrir le spectacle de Roukiata Où est Dra au Go qui s'intitule « Je demande la route » dans la salle Charles Aznavour le vendredi 18 mars à 20h30. Roukiata met en scène avec dérision et autodérision son parcours, riche en péripéties. Le froid, la différence culturelle, les petits boulots, chacune de ces aventures sont l'occasion d'une réflexion drôle et délicate sur les décalages culturels. Elle balaye les clichés sur l'Afrique et s'amuse avec finesse des us et coutumes des Français. Du 7 mars au 11 mars, la Maison du Bel Âge itinérante sera présente place de l'Hôtel de Ville. En effet, le conseil départemental a lancé une version itinérante de ses guichets uniques d'accueil pour les personnes de plus de 60 ans et leurs proches, répartis sur tout le territoire des Bouches-du-Rhône. L'objectif est d'accompagner les aînés dans leurs démarches administratives ou bien les assister dans leurs demandes de services. Mon premier adjoint me regarde en disant « mais c'est pas moi, c'est quoi, c'est t'inquiète pas, ton tour viendra. » J'espère. Allez, arrêtons, passons à l'Italie qui va être à l'honneur. Venez participer aux activités organisées par le comité de jumelage de Bouc-Bel-Air du 12 au 20 mars 2022. La semaine italienne sera inaugurée par une soirée dansante franco-italienne le samedi 12 mars à partir de 19h aux Terres Blanches, puis déclinée dans de nombreuses activités au château. Le programme est à découvrir sur le site de la commune. Après l'annulation l'année dernière, chars, danseuses, animations, goûters et confettis seront bien évidemment de sortie le 21 mars prochain. Cette année, le carnaval nous amène à Tahiti. Le départ du défilé se fera à 14h aux Terres Blanches. Bouquin, enfilez votre plus beau déguisement et venez profiter de cet événement. Et puis le 11 mars prochain, ça sera un hommage national aux victimes du terrorisme. C'est un décret de 2019, mais il n'a pas eu lieu en 2020 pour des raisons dont vous vous doutez. Mais par contre, cet hommage national aura lieu en 2021, le 11 mars. 22, excuse-moi. Mais je vois que tu suis alors. Hein. Les conditions requises pour être candidat à l'élection présidentielle reposent notamment sur la nécessité d'obtenir le parrainage de 500 élus locaux. Ce système de filtrage vise à éviter des candidatures trop nombreuses à l'élection présidentielle et à écarter les candidatures fantaisistes ou de témoignages. Suite à la sollicitation de nombreux bouquins qui considèrent qu'il serait inacceptable que des candidats qui totalisent des millions d'intentions de vote ne puissent se présenter, nous avons décidé de lancer une consultation citoyenne pour orienter mon parrainage.
Ce dernier sera envoyé après la consultation qui se terminera demain à 8 h. Je puis vous donner les résultats ce soir à 18 h. Nous avions 824 réponses, 33,4 se prononçaient en faveur d'un parrainage pour Éric Zemmour, 24,5% pour aucun des candidats proposés. Je rappelle qu'il était proposé 4 candidats qui avaient plus de 350 parrainages et qui représentaient un certain nombre d'intentions de vote. Donc 24,5%, aucun de ces candidats, 18,3% pour un parrainage à Mélenchon, 18,1% pour un parrainage à Le Pen, Marine Le Pen, et 5,7% à Dupont-Aignan. Mesdames et messieurs, je vous propose de passer à l'ordre du jour. Et avant d'entamer les délibérations, j'installe officiellement Madame Deschaux parmi nous et je vous demande d'adopter l'urgence sur la délibération concernant l'Ukraine. J'ai pas dit oui qu'on avait eu le ville et village fleuri, on avait eu une belle récompense. On a une rose qui a été attribuée à notre commune. Voilà, par la région. Nous nous en félicitons et on se félicite de l'action de l'ensemble des élus et des services municipaux qui s'en occupent tout au long de l'année. Voilà, donc je mets aux voix cette délibération. Est-ce que vous acceptez l'urgence ? Est-ce que quelqu'un demande le vote à bulletin secret? Personne. Donc je mets aux voix à main levée. Est-ce que quelqu'un demande l'urgence? Pardon, est-ce que quelqu'un n'accepte pas l'urgence? Excusez-moi. Personne. Est-ce que quelqu'un s'abstient là-dessus? Personne. Donc je déclare l'urgence pour cette délibération que nous verrons, si vous le voulez bien, en numéro 14. On est d'accord? Allez. Donc on va commencer par le premier point à l'ordre du jour. Il s'agit, mesdames et messieurs, de l'éternelle adoption du compte-rendu de la séance du 24 janvier. Comme toujours, je vais vous dire que le compte-rendu figure sur le site de la commune, puisqu'il est filmé et enregistré, et il est à disposition de l'ensemble des élus comme des concitoyens de 48 heures à 72 heures après. Est-ce qu'il y a des commentaires là-dessus? Il n'y en a pas, donc je mets aux voix. Monsieur Keila, vous avez la parole. Voilà. Merci, monsieur le maire. Est-ce que vous m'autorisez aujourd'hui à poser une question? Jusqu'au bout, ça m'interrompt. Si ça a à voir avec cette délibération, oui. Si ça n'a rien à voir avec la délibération, non. La dernière fois aussi, c'est pour ça que vous m'avez interrompu avant même que je pose la question, donc je me permets de poser la question aujourd'hui. Il apparaît clairement dans le compte-rendu, je suppose que ça comprend aussi la visio, pas seulement le compte-rendu écrit. Oui, vous confirmez? Monsieur Pietri confirme. Alors il apparaît clairement là-dedans que vous avez procédé à mon encontre l'autre fois à une attaque personnelle. Alors, bon, c'est votre droit, mais est-ce que je peux vous demander une faveur? C'est quand vous faites une attaque personnelle, vous donniez un droit de réponse. Attendez, monsieur qui est là, il n'y a pas de débat sur le compte-rendu, là, ça n'a rien à voir avec le compte-rendu. Le compte-rendu intégral, il figure sur le site de la commune. Donc vous allez voir le site de la commune, il y a tout dessus, tout est dit, je veux dire, filmé. On ne s'amuse pas à tailler dedans. Donc voilà. Par contre, le compte-rendu qui vous est présenté là, c'est simplement quelque chose, c'est l'article L, je ne sais plus combien, 21, 22, 17, je crois, de mémoire, et qui nous oblige à faire ça. Donc on va l'afficher. Mais en fait, lui, il ne fait que reprendre le titre de la délibération et le vote. Voilà, c'est tout, c'est clair. Par contre, si vous voulez un compte-rendu intégral in extenso sur l'ensemble des débats, vous allez sur le site et c'est la vidéo. Et la vidéo, elle reprend tout ce qui s'est dit et tout ce qui s'est fait. Voilà, c'est tout. Donc vous n'êtes pas d'accord pour donner des droits de réponse quand vous attaquez quelqu'un personnellement, ne serait-ce que par courtoisie? Mais c'est pas... Pardon? On a fait notre conseil municipal la dernière fois, c'était donc, je ne sais plus quand,
24 janvier, voilà, donc terminé. Le conseil municipal s'est fait le 24 janvier, voilà. Donc je mets au voie ce procès-verbal. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Pardon, désolé. Alors il y a 3 abstentions, donc unanimité des votants. Merci. Donc passons, si vous voulez bien, à l'information du conseil municipal des décisions prises dans le cadre de l'article L 2122 du Code général des collectivités territoriales. Donc il y a 2 décisions. Il y en a un qui date du 3 février concernant le renouvellement du traité de gré à gré entre la commune de Boubelaire et la société de chasse Saint-Hubert. Et l'autre décision, c'est la 2 qui date du 1er février, qui est la convention avec France Bleu Provence, nouvelles éditions des Boucles Bel Air pour la date du 15 mai. Voilà. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Merci. Pas de questions. Donc, par contre, on va passer au rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité du service public de l'eau et de l'assainissement. Pardon, j'en ai sauté une. Non, c'est le SIGV, monsieur le maire. C'est la convention SIGV. C'est le compte rendu. Pardon. C'était le conseil municipal d'avant. Voilà. Voilà, autant pour moi. Donc il s'agit d'autoriser la signature d'une convention de services numériques entre le SIGV et la commune de Bouc-Bel-Air. Donc on vous a expliqué hein, l'action du SIGV là-dedans. Le SIGV, c'est lui qui fait l'informatique des 3 communes. Et il est proposé donc une convention à signer avec la commune. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Alors il y a M. Canovio, il y a M. Achache après. C'est comme ça, il a levé la main avant vous. M. Canovio, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Est-ce que c'est une nouvelle mutualisation ou alors c'est une prolongation d'un service déjà existant? C'est tout simplement la prolongation du service existant depuis maintenant 4 ans, si je ne m'abuse. Mais il n'y avait pas de convention et compte tenu du fait qu'il n'y avait que 2 communes, puisqu'il y avait la commune de Simiane et celle de Bouc-Bel-Air, bon, il n'y a jamais eu de convention qui a été faite à l'époque. Aujourd'hui, Cabriès revenant dans le SIGV, on vous propose de faire une convention entre la commune et le SIGV. Ce qui veut dire que chacun sait ce qu'il fait et surtout ce que fait l'autre. Okay, merci. Monsieur Achache? Pardon. Merci, monsieur le maire, mes chers collègues. Globalement, nous n'avons pas de commentaires particuliers à faire sur cette convention. Elle est générique et générale. De toute manière, elle paraît classique. Mais par contre, nous souhaitons juste attirer votre attention sur 2 points. Le premier porte sur la solution du plan de reprise d'activité, plan de continuité d'activité. À la lecture de ce document, nous n'avons aucune information sur les moyens qui seront mis en œuvre par le SIGV pour assurer cette fiabilisation des infrastructures et des serveurs. On se souvient du cas OVH, où malheureusement nous avons perdu toutes les données de la bibliothèque. Le second point concerne la résolution d'incidents, notamment pour les incidents majeurs ou sensibles, avec une garantie de temps de rétablissement de 4 heures. Comme le SIGV va opérer des réseaux opérateurs, Dixit OWF, généralement les engagements de résolution sont assujettis à des pénalités financières en cas de dépassement et de non-respect du contrat. Comment se fait-il qu'il n'en ait pas? Tout du moins, est-ce que le SIGV conserve les pénalités financières à son profit? Merci.
Simplement sur la première question, ce qu'on appelle PCA, PRA, le matériel nécessaire a été acheté par le SIGV. C'est plus de 250 000 € qui sont investis dans un data center au niveau du siège du SIGV. Par contre, nous gardons celui-là, ce qui veut dire que nous avons les deux qui fonctionnent en même temps. Une sauvegarde se fait dans nos locaux aussi au pôle municipal de Sauvecannes et nous sommes en train d'installer l'extinction automatique en cas de feu. Il y a un système qui se mettra alors que c'est un système de gaz inerte, enfin je ne vais pas entrer dans les détails, j'ai l'impression que vous le savez aussi bien que moi, si ce n'est peut-être même mieux. Voilà. Donc je crois qu'on aura sécurisé les espaces numériques des 3 communes. Cabriès vient à peine de rentrer, donc c'est pas évident pour Cabriès. En plus, il y a plusieurs sites, contrairement à Bougbellère et Simiane. Mais enfin, votre problème, c'est pas le problème de Cabriès. J'ai compris que c'est le problème de Bougbellère. Sachez que moi, il est peut-être un peu pour tout le monde aussi. Bon. Sachez aussi qu'en matière de numérique, vous avez l'air de vous y connaître, on va vers des lendemains qui ne seront pas du tout évidents. Et ce qui s'est passé il y a maintenant 2 ans sur la ville de Marseille et sur la métropole est extrêmement grave. Et donc, nous faisons en sorte que ça se passe au mieux. Quant aux pénalités, je ne sais pas comment vous répondre, M. Hachache, parce que le SIGV, c'est le syndicat intercommunal du Grand Vallat, qui est formé des 3 communes et qui a des recettes. Et les seules recettes qu'elle ait, c'est soit les subventions, soit les dotations des communes. Donc, moi, je veux bien filer au SIGV des pénalités, mais dites-vous bien que c'est nous qui paierons par la dotation. Non, mais on n'a pas de sous-traitants. On n'a pas de sous-traitants de ce côté-là. Donc, qui voulez-vous qui paye les pénalités? Ça peut être que le SIGV, puis c'est le SIGV qui fait. Ou alors, je n'ai pas compris ce que vous disiez. Vous n'avez pas tout à fait compris. Mais je vais me permettre de répéter. En fait, dans la Convention, il est précisé donc la partie mutualisée qui concerne les réseaux et la partie dédiée qui concerne tout ce qui est licence, serveurs et autres qui sont à la charge de la mairie. Concernant la partie mutualisée au niveau des réseaux, l'opérateur donc qui est fournisseur est apparemment Orange Wholesale France. Donc OWF, cet opérateur-là, donc va souscrire, donc va vendre un contrat auprès du SIGV qui va ensuite opérer ce réseau pour le profit des communes. C'est dans ce sens-là. Et généralement, ce genre de contrats sont assujettis à des pénalités financières en cas de non-respect de garantie de temps de rétablissement. Alors, simplement, je vous fais la même réponse, puisque le SIGV n'a que comme contribuable, entre guillemets, les communes, les recettes viennent des communes. Si jamais on prend les pénalités d'un opérateur, eh bien, écoutez, on les laissera au SIGV, ça nous évitera à nous, communes, d'en mettre un peu plus. Voilà. Puisque, en fait, le SIGV, le syndicat intercommunal du Grand Vallat, c'est une réunion des 3 communes. C'est pas à fiscalité... c'est pas la fiscalité, ils ne lèvent pas la fiscalité. Simplement, ils votent, et vous le voterez dans le budget, ils votent une dotation des communes qui est définie, et ça ne vous a pas échappé, Bougbellère, compte tenu de son nombre d'habitants, paye un peu moins de 50%. Voilà. Cabriès paye à peu près 33 à 33%, et le reste, c'est 49, ça doit faire... quelque chose comme 18 ou 19, c'est Simiane. La dotation, on paye en fonction du nombre d'habitants. Donc, on ne va pas infliger des pénalités, nous, au SIGV. Par contre, le SIGV, s'il obtient des pénalités, dans le cadre vous savez, on commence à mettre le doigt dedans, je peux vous dire qu'on a... des budgets énormes qui vont passer en matière de cybersécurité. Heureusement qu'on a des subventions. Voilà.
Et d'où attendez-vous à ce qu'on ait, malgré l'entrée de Cabriès, on ait une dotation au niveau du SIGV, la dotation payée par la commune de Montbéliard, qui sera quasiment la même que celle de l'an dernier. Hein. Voilà, autre question. Alors je vais mettre aux voix cette délibération. Si vous le permettez, je ne prendrai pas part au vote, mais je vous ferai voter quand même. Est-ce qu'il y a des voix contre? Je ne prends pas part au vote parce que je suis aussi juge et partie puisque je suis président du SIGV. Donc j'ai voté au SIGV et je ne voterai pas à Montbéliard. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Il n'y en a pas non plus, donc unanimité. Je vous remercie. Ensuite, on a... Mais maintenant, c'est toi. C'est moi. Je sais pas. Adhésion annuelle à la Fédération nationale des collectivités pour la culture. Oui, merci, monsieur le maire. Donc effectivement, on vous propose de rejoindre plus de 450 collectivités au sein de la Fédération nationale des collectivités territoriales pour la culture, la FNCC, qui nous permettra, si nous votons cette délibération, d'avoir un réseau pluraliste de collectivités dans laquelle on pourra effectuer des confrontations et des retours d'expérience, mais aussi des analyses de problématiques sectorielles. Cette fédération nous permet également aux collectivités qui sont adhérentes d'avoir un accès à des formations et des informations spécifiques sur le domaine. Aussi, on vous demande de bien vouloir autoriser la signature de l'adhésion, mais également la désignation d'un titulaire et d'un suppléant. Merci Mathieu. Est-ce que vous avez des questions à poser à Mathieu Pietri? Pas de questions, donc je mets aux voix cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions non plus? Unanimité? Je vous remercie. Ah oui, oui, tout à fait. Oui, donc on a un titulaire et un suppléant à désigner. Donc je vous propose, j'ai reçu la candidature de Mathieu Pietri et comme suppléante Catherine Foulon. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures? Madame Martin est candidate. Alors voulez-vous qu'on vote à bulletin secret? On n'a pas les papiers. Bon alors, titulaire, il n'y a qu'une candidature et suppléante, il y a 2 candidatures. Donc voulez-vous qu'on vote à bulletin secret? Non? Très bien, mais écoutez, on va voter à main levée. Donc j'ai reçu 2 candidatures, une Catherine Foulon et l'autre Geneviève Martin. On va voter d'abord pour Catherine Foulon. Qui vote pour Catherine Foulon? C'est tellement évident. Voilà. Et qui vote pour Geneviève Martin? 3 voix, voilà. Et par contre, pas tout le reste, mais Canobio Co n'a pas voté. Non, il y a 3 abstentions. Voilà, 3 abstentions. Merci. Ensuite, alors je vais remplacer Corinne Lemeu au pied levé, puisque nous savons depuis 48 heures que Corinne a attrapé la petite bête, comme je dis toujours. Là, voilà, c'est des choses qui arrivent. Enfin, bien qu'on n'ait plus à 300 000, voire 500 000 par jour. Donc là, on pouvait dire qu'à côté de soi, on allait le voir. Mais bon, elle l'a attrapé. Donc évidemment, elle est isolée. Elle ne vient pas ici. Et donc, je vais la remplacer au pied levé. Donc, on a la classe de découverte à Lalonde, école élémentaire de la Bergerie. On a annulé et remplacé la délibération numéro 21-0809 du 15 novembre 21. En fait, on a changé les dates et on a changé le montant du coût du séjour. C'est ça ? Séjour est bougé compte tenu de la modification des dates. Compte tenu que les dates ont bougé et la durée a changé. Là, voilà. Question là-dessus?
Pas de questions. Je mets au vote cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Non plus. Unanimité. Il en est de même pour la délibération suivante. C'est pour le centre à Seine-les-Alpes. C'est pour l'école élémentaire des Pins. Ou alors là, par contre, j'ai à vous donner... Vous avez eu sur table, vous avez eu une nouvelle note de synthèse parce que ça a changé. Ça a changé dans la mesure où, dans la journée, la région nous a dit qu'ils revenaient à leur participation qu'ils avaient l'an dernier. Ils avaient baissé, et là, on a eu l'information aujourd'hui comme quoi ils revenaient et financent la totalité du transport, alors qu'ils ne voulaient pas financer la totalité du transport. Ce qui fait qu'évidemment, non seulement ça a changé la durée, mais en plus, ça a changé les participations demandées aux familles parce que ça a changé le coût de revient. Voilà. Et vous avez le nouveau coût de revient 250. Qui est 250. 250 au lieu de 275. Et donc, la participation familiale pour les quotients familiaux inférieurs à 460 est de 75 €. Entre 460 et 700, de 112,50 €. Entre 700 pour le QF, quotient familial, entre 700 et 1050, la participation est demandée de 175. Pour le QF, entre 1050 et 1500, la participation familiale est demandée 200 €. Et pour les QF supérieurs à 1500, la participation financière demandée est de 225. C'est bon, j'ai été assez clair et concis. Merci. Donc je mets aux voix cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Non plus. Unanimité. Je vous remercie. Ensuite, on va passer la parole à Sophie Suras, qui va nous faire le rapport d'orientation budgétaire. Merci, Monsieur le maire. Je vais d'abord vous rappeler le cadre juridique. C'est le Code général des collectivités territoriales qui prévoit l'organisation et la tenue d'un débat d'orientation budgétaire. Pour que ce débat ait lieu, la ville doit produire un rapport d'orientation budgétaire permettant d'appréhender la situation financière de la commune. Dans les communes de 3500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de 2 mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le ROB doit mentionner également une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses de personnel et des effectifs. Ces dispositions ont été complétées comme suit par la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022. Désormais, le rapport présente 2 objectifs, un objectif d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement et un objectif d'évolution du besoin de financement annuel. Aussi, je vous présenterai dans une première partie l'analyse financière de l'exercice 2021 de la commune et je vous exposerai dans une seconde partie les orientations stratégiques de la commune et terminerai par une synthèse du volet ressources humaines et gestion de la dette. Léger rappel du contexte économique et financier si nécessaire. En France, une pandémie mondiale apparue début 2020 qui impacte encore aujourd'hui le domaine politique, économique, financier et social. Des mesures gouvernementales prises afin de limiter l'ampleur des conséquences. Des mesures sanitaires, mais aussi d'importantes mesures de soutien de l'économie, puis des mesures visant à favoriser la relance. Chez nous, à Bouc-Bélier, la municipalité a aussi pris des mesures pour répondre à la crise. Sur le plan de la santé publique, la municipalité a su faire face à cet important défi et a su se mobiliser par l'organisation d'opérations de dépistage, la distribution de masques, mais aussi l'accompagnement des plus fragiles de nos concitoyens. Sur le plan économique, la mairie a soutenu et accompagné le tissu économique bouquin par une politique volontariste, aussi bien par la suspension de certains droits, terrasses, droits de place et autres, que par la mise en œuvre d'actions innovantes telles la tombola de fin d'année ou l'opération carte cadeau. Analyse financière d'exercice 2021. Concernant les soldes financiers, l'épargne nette de la commune est de 1 237 203 €. Ce bon résultat est un moyen de jauger la fiabilité du projet municipal. Il indique la capacité d'une équipe municipale à respecter les fondamentaux de gestion, mais permet aussi de connaître les réserves disponibles.
Un zoom sur le fonctionnement. Les recettes de fonctionnement représentent 21 363 622 € et sont composées à 45% par la fiscalité des ménages. Concernant cette fiscalité, il est nécessaire de rappeler que la commune maintient ses taux d'imposition des ménages depuis 2013. Aucune augmentation en dépit de la disparition progressive de la taxe d'habitation et surtout en dépit de la baisse de la dotation globale de fonctionnement versée par l'État. Celle-ci a en effet diminué de 61,63% depuis 2013. Un désengagement de l'État qui pèse lourd sur le budget des collectivités territoriales qui doivent répondre aux besoins et exigences des administrés tout en faisant face à une hausse des coûts des matières premières et des équipements. Les dépenses de fonctionnement représentent 14 965 661 € et sont composées à 54% de charges du personnel et à 31% de charges à caractère général. L'excédent de fonctionnement de 2021 est donc de 2 232 940 €. Le résultat cumulé est de 6 397 961 € et représente un important levier pour l'investissement. Zoom sur l'investissement. Le total des dépenses d'investissement atteint en 2021, avec les restes à réaliser, la somme de 11 359 807 €, dont 5 652 000 € pour les équipements. Cela concerne des études de travaux et voiries, les travaux de la chapelle œcuménique, des travaux de modernisation de l'éclairage public, travaux des terres blanches, rénovation du stade du Moussou, la restauration et conservation du tableau Saint-André de l'église, l'acquisition de véhicules électriques et vélos électriques, les travaux cimetières, le début des études voies vertes avenue Thiers, l'acquisition de matériel et des travaux sur l'assainissement, les eaux usées, le pluvial. En recettes d'investissement, avec les reports, on atteint le montant de 10 465 409 €. Notons qu'en 2021, la commune a transféré à la métropole les résultats 2017 des anciens budgets eau et assainissement pour un montant de 2 824 733 €. La municipalité continue de solliciter l'aide du département et autres financeurs afin d'obtenir des subventions. Pouvant couvrir jusqu'à 60% du montant des projets, la commune a obtenu pour 2021 une enveloppe de près de 4,5 millions d'euros. Le résultat de clôture d'investissement est un déficit de 2 450 776 €, conséquence du reversement des budgets eau et assainissement à la métropole, mais ce déficit est largement compensé par l'excédent de fonctionnement de la commune. Le résultat de l'année est positif de 496 936 €. Voilà pour l'analyse budgétaire de 2021. Pour ce qui est des orientations 2022, en dépit du contexte, la municipalité poursuit et amplifie sa politique de développement des équipements publics accessibles aux bouquins, d'aménagement du territoire et de renforcement de l'attractivité de la commune. En 2022, la commune va poursuivre nombre de ses projets engagés en 2020 et 2021 et s'inscrire dans de nouvelles démarches. 4 axes majeurs ont été identifiés, à savoir le respect de l'identité et du patrimoine bouquin, une volonté de poursuivre une politique d'aménagement du territoire soucieuse de préserver et valoriser l'environnement de Bouc-Bélier, le soutien au tissu et associatif bouquin par une attention constante portée à l'entretien et à l'amélioration des équipements publics, et enfin une volonté de se projeter vers la ville de demain avec l'engagement de Bouc-Bélier dans une démarche de Smart City. Concernant le budget ressources humaines, vous avez pu observer dans le document la structuration du budget RH de la collectivité. Le détail financier des postes vous sera donné lors de l'analyse du budget d'ici quelques semaines. Concernant le temps de travail, il est de 1607 heures annuelles conformément à la loi. Les horaires sont aménagés en fonction des services et de la nécessité. Les effectifs se maintiennent. Je terminerai avec la gestion de la dette. Au 31 décembre 2021, la capacité de désendettement de la commune est de 5 ans et 1 mois. Exprimé en nombre d'années, ce ratio est une mesure de la solvabilité financière des collectivités locales. Le seuil critique se situant autour des 10-12 ans, la gestion de la dette de la commune de Bouc-Bélier est plus que vertueuse. Cela se confirme d'ailleurs avec l'analyse de l'encours de dette qui est à Bouc-Bélier de 622 € par habitant contre 763 dans les communes de même strate. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop longue. Je vous remercie de votre attention. Voilà, est-ce qu'il y a des déclarations, puisqu'on est dans le débat d'orientation budgétaire? Monsieur Keila, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Oui, j'ai effectivement des commentaires à faire. Le rapport s'étend longuement sur... Pardon ? Je ne sais pas. Vous n'entendez pas ?
Allô, allô, vous m'entendez? Je vais me mettre plus près. Ok, bon. Bon, dans le rapport, vous étendez assez longuement sur les résultats 2021, ça occupe plus de la moitié du document. Mais sur 2022, malheureusement, on n'a pas beaucoup de chiffres. Or, l'orientation budgétaire, je pense, devrait donner des objectifs. D'ailleurs, c'est ce que vous dites en introduction. Donc, les objectifs chiffrés en termes de recettes, on aurait aimé les avoir globalement. D'autant plus qu'il y a des choses que vous ne mentionnez pas. Par exemple, qu'en 2022, il y aura une augmentation automatique des taxes foncières et autres taxes assimilées de 3,4%, simplement par le fait de la revalorisation de la base forfaitaire. L'inflation ayant été de 3,4% en novembre, l'année prochaine, enfin en 2022, donc cette année, pardon, la taxe de foncière va automatiquement augmenter de 3,4%. Donc c'est un point significatif, et je pense que ça aurait pu être signalé. Parce que vous vous étendez longuement, il y a beau graphe, etc., pour dire qu'il y a de la baisse de la DGF, etc. Bon, à côté de l'augmentation, la DGF, ça représente 3% du budget, même pas, alors que la taxe foncière représente 50%. Après, la baisse de la DGF, d'ailleurs, vous savez pourquoi il y a une baisse de la DGF, monsieur le maire. En fait, globalement, le gouvernement attribue la même DGF, simplement une répartition qui est faite entre les différentes communes et qui est fixée par le comité des finances locales, qui est d'ailleurs présidé par un membre de l'AMF, qui est largement dominé par votre parti, monsieur le maire, les Républicains. Par conséquent, ça ne doit pas être une surprise pour vous. La taxe d'habitation, on sait qu'elle est entièrement compensée, donc je ne comprends pas très bien pourquoi on mentionne toujours cette taxe d'habitation qui aurait baissé. Elle est entièrement compensée, donc c'est neutre pour nos finances. D'ailleurs, j'avais fait la remarque, mais je la renouvelle, la taxe d'habitation n'est pas totalement annulée, puisqu'elle reste pour les résidences secondaires, et j'avais posé la question en commission, ce serait intéressant de savoir s'il y a des résidences secondaires à Bouc-Bel-Air et combien ça représente. Après, donc, je pense que, si vous voulez, en 2022, on sait qu'une revendication première des habitants, dans le cadre, par exemple, des élections qui sont en train de venir, c'est le pouvoir d'achat. L'inflation est forte, comme on vient de le dire. Donc je pense, c'est bien d'avoir maintenu le taux de taxation de la taxe foncière, mais étant donné que l'excédent qu'on dégage tous les années, dont on se félicite, qui est fait pour, vous le dites vous-même, pallier les moments difficiles, du fait que vous allez avoir une augmentation de taxes foncières et que les contribuables, eux, par contre, tous les propriétaires vont se voir taxés plus lourdement, on pourrait en profiter pour baisser un petit peu, en proportion, le taux de taxation des taxes foncières. Je pense que ça répondrait aussi aux préoccupations, d'ailleurs, du parti que vous soutenez pour les élections présidentielles. Sur le plan des dépenses, on déplore aussi qu'il n'y ait pas d'information sur les engagements pluriannuels, qui est pourtant une obligation du rapport d'orientation budgétaire. Et sur ces investissements, alors vous dites qu'on va continuer à profiter des subventions, etc. Alors je sais qu'on fait beaucoup appel aux subventions départementales ou métropoles. Cela dit, l'appel aux subventions ne peut pas remplacer, un plan de développement. Donc il faut quand même avoir une vision. Et cette vision, je ne la revois pas très bien. Sur le plan des subventions, je déplore aussi qu'on ne prévoit pas de faire appel au plan de relance gouvernemental, qui pourtant répond à des préoccupations que vous-même vous mettez en avant, qui est fait typiquement, par exemple, pour la revitalisation du centre du village, de la transformation numérique, parmi d'autres sujets. Mais enfin, je pense que le plan de relance est plein dans certaines préoccupations de Bouc-Bel-Air, donc c'est dommage qu'on ne le mentionne pas et qu'on ne prévoit pas de démarche en ce sens pour 2022. Après, que dire encore? Sur les investissements qui sont mentionnés, la plus grande partie que je vois de ce que vous mentionnez, c'est des choses qui ont déjà été votées, qui sont prévues. Donc, comme vous dites, c'est une continuité. Mais de vision sur l'avenir, je ne vois pas très bien. Quels sont les investissements nouveaux qui seront engagés ou les réflexions? Alors, il y a beaucoup de réflexions. Il y a une réflexion sur des études techniques sur la valorisation de la cave du château. Enfin, depuis les années qu'on en parle, on aimerait voir un projet clair. Poursuite du schéma développement des voies douces. Alors, j'ai posé des questions en commission.
quels sont, à part l'investissement du département, on ne voit pas de nouvelles voies qui vont se tracer, de voies pour piétons ou pour vélos, de déplacement doux. Réflexion sur les conditions de développement des panneaux photovoltaïques. Oh, c'est encore une réflexion. Réflexion sur l'aménagement du cœur de ville. Bon, ce sont des projets à longue échéance dont on aimerait voir quand même quelles sont les dépenses réelles que l'on pense engager dans les années à venir. Bon, vous avez cité le cas de la Smart City. Alors, on relabellise un projet qui a déjà été décidé puisqu'on a même passé le marché la semaine dernière. Enfin, la semaine dernière, non, le mois dernier, sous une appellation accrocheuse, mais on ne sait pas très bien ce qu'il y a derrière. Smart City, ce n'est pas simplement des éclairages intelligents. On pourrait faire beaucoup d'autres choses, mais là aussi, puisque s'il y a un débat normalement budgétaire, ça serait intéressant d'en débattre. Voilà, sommairement, bon, je pourrais aller plus en détail, mais les remarques que j'ai, donc si je résume, 3 remarques principales. Sur les recettes, on n'a pas eu de vision claire et je pense que je dirais qu'il y a une augmentation cachée qui n'est pas mentionnée. Deuxième, plan de relance, je déplore qu'on n'y fasse pas appel. Et troisièmement, sur les investissements, en termes de nature de ces investissements, on aurait aimé avoir des choses plus ambitieuses. Pour le plan relance, Maëva, il y a des éléments. Encore des interventions? Non? Merci. Alors, je pense que je vais laisser la parole pour ce qui est du plan de relance et comment la municipalité a su activer ce levier-là et obtenir des financements à ma collègue qui est en charge de l'économie. Pour ce qui est du plan de déplacement, des voies vertes et des voies douces, à mon collègue Dominique Bièche, qui pourront déjà vous apporter des réponses plus complètes que les miennes. Et pour ce qui est de la Smart City, également le collègue en charge du développement des projets, si vous en êtes d'accord, monsieur le maire. Maëva ? Merci Monsieur le maire, merci Sophie. Donc effectivement, en ce qui concerne le plan de relance. Donc en matière économique sur la commune, rappelez-vous, nous avions délibéré en faveur de 3 demandes de subventions l'année dernière, dont une qui concernait le développement du numérique. Et d'ailleurs, cette subvention est en train d'être utilisée sur un projet qui devrait voir le jour d'ici peu, et notamment la mise en place d'une plateforme à destination des entreprises pour faciliter notamment leur communication et essayer de les aider à résoudre leurs problématiques de recrutement. Je ne vais pas développer les indicateurs économiques et les difficultés auxquelles sont confrontés les entrepreneurs sur la commune de Bougoubelère, puisque je vais les développer tout à l'heure, mais en tout cas la problématique de recrutement, c'est l'une des premières difficultés à laquelle sont confrontées les entreprises. Nous avions également voté une délibération, donc toujours dans le cadre du plan de relance, en faveur du recrutement d'un manager centre-ville. Donc ça a été fait, il y a un poste qui a été créé en ce sens au sein de la collectivité. Donc ça a permis notamment de renforcer les liens entre la municipalité et les entreprises, puisque désormais il y a toujours quelqu'un qui est sur place pour pouvoir faire le lien, faire remonter les informations et pour qu'on puisse ensuite agir en conséquence. Donc dans le cadre du plan de relance, il y a pas mal d'actions qui ont été mises en place. Il y en aura d'autres très certainement. D'ailleurs, là, je suis sur le site du gouvernement et il y a beaucoup de subventions en fait qui ne peuvent être demandées que depuis fin janvier ou début février. Donc ça arrive un petit peu au compte-gouttes aussi sur le site du gouvernement. Donc voilà, ne doutez pas. En tout cas, la politique municipale est de gérer la commune en bon père de famille. Donc dès qu'il y a des subventions, on n'hésite pas à les solliciter et on continuera de le faire à l'avenir. Voilà. Merci Maëva. Dominique, je vous en prie, branchez votre micro s'il vous plaît, je puisse vous donner la parole. Et parce que là, éteins-le celui-là. Éteins Maëva, éteins. Voilà. Merci.
Oui, vous avez cité que le plan de relance aurait été activé pour le recrutement du responsable de centre-village. Moi, j'avais entendu dire que cette demande avait échoué, que donc il n'a pas été financé avec cela. C'est ce qui a été dit en commission l'autre jour. Hein. Alors, je peux me tromper, non? Ah, j'ai mal entendu. Bon, ok. Bon, en tout cas, je me réjouis s'il y a des choses qui sont entreprises et qui le seront par la suite. Ce que je constatais simplement, c'est que ce n'est pas mentionné dans le rapport d'orientation budgétaire, et c'est bien dommage parce que c'est quand même un levier très important. Allez, Monsieur Bièche. C'est bon. Bonsoir à tous, merci Monsieur le maire. Un petit mot très simple sur le développement des mobilités douces. Alors je vais schématiquement vous les résumer en 3 parties. Il y a les voies qui ont fait l'objet d'un schéma directeur qui a été publié dans la revue Le Bouquin, qui a été conçu en partenariat, du moins avec la participation d'une association qui est très active dans le domaine du développement des mobilités douces et du vélo, la circulation en vélo en particulier. Donc c'est un schéma directeur des voies principales. Il y a une particularité, c'est le deuxième point, concernant la RD 8N, où il y a effectivement son aménagement en boulevard urbain a permis de développer un axe cyclable jusqu'à la Croix d'Or. Et dans le cadre du projet de rond-point des 3 Pigeons, il y a une piste cyclable qui est prévue jusqu'à la Mounine, mais tout ça, ça dépend du département. Il restait un tronçon entre la Croix d'Or et la Mounine, et ce tronçon pour lequel la métropole a effectué des études qui se heurtent à des difficultés techniques, je ne rentrerai pas dans les détails, liées au passé. Donc l'important, c'était à minima de trouver une solution provisoire qui permette de sécuriser ce tronçon. Donc son installation est en cours, puisque je crois que un débroussaillage a déjà été fait sur la partie côté Albertas à la fin de l'année dernière, et que la matérialisation de cette voie est en cours par une bande blanche. On n'a pas fait le choix de mettre une peinture verte sur la voie parce qu'on risquait de se heurter à l'architecte des bâtiments de France du fait qu'on passait devant le domaine d'Albertas. Donc il y a une bande blanche qui vient d'être faite, qui sécurise cette voie, et il reste à faire des petits pictogrammes, comme vous savez, qui représente un cycliste, ce qui permettra à minima de sécuriser la circulation sur cette partie de la RD 8N. Troisième partie, l'association Adava, avec laquelle nous travaillons, s'est rapprochée de nous récemment pour essayer de réfléchir au-delà du schéma directeur, sur lequel on a travaillé de concert, à une segmentation un peu plus fine d'aménagement de circulation cyclable qui permettrait de faire des bouclages internes à la commune. Donc ça, c'est une réflexion qui est à venir dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Le dernier point que j'évoquerai, et je travaille pour ça très étroitement avec M. Bergère, adjoint aux grands travaux, qui est qu'on ne fait pas une piste cyclable, on ne casse pas une voirie pour faire une piste cyclable. Donc je ne vais pas vous donner un calendrier où je vais vous dire telle voie, sa piste cyclable, elle va apparaître à la fin du mois de septembre. Non. Simplement, on profite de l'opportunité quand l'on refait une voirie dans son intégralité, d'intégrer et de prévoir en amont un aménagement avec une piste cyclable pour cette voirie qui est refaite. Ça, c'est devenu systématique. Mais on ne fait pas une piste cyclable sur le principe de le faire. Donc, la dynamique de développement des pistes cyclables au sein de la commune se fait, elle se fera progressivement tout au long de la mandature, mais c'est quelque chose qui est aujourd'hui inéluctable pour Bougueler. Sauf la Lunetière et les Sauvecan, qui bénéficieront de pistes cyclables, elles aussi. Voilà. Merci Dominique. Thomas. Oui, bonsoir. Pardon. Juste une petite précision par rapport à ce que tu as dit, Dominique. Sur les voies à usage vélo ou piéton, vous n'aurez des pictogrammes qu'à partir du moment où vous aurez
un trottoir, c'est réglementaire. C'est-à-dire que sur le bord de la RD8N, sur les zones où vous n'aurez pas de trottoir, vous ne retrouverez pas les pictogrammes vélo qui peuvent indiquer une piste cyclable ou mixte. Juste une petite précision, avant que, si jamais vous allez voir, vous ne verrez pas ces pictogrammes. Sur la Smart City, vous avez évoqué à juste titre le marché de modernisation de l'éclairage qui reste la première vague de ce que nous envisageons, qui est important parce que ça va permettre évidemment des grosses économies d'énergie et donc de frais de fonctionnement pour la commune. Qui se fera lui-même en 2 temps, modernisation de matériel et ensuite nous envisageons une gestion via des outils de Smart City. Sur la suite, nous aurons, comme on l'a évoqué en commission de manière assez longue, l'application du décret tertiaire qui nous contraint, comme toute collectivité ou entreprise privée, sur tous les bâtiments de plus de 1000 m² à réduire à l'horizon 2030 de l'ordre de 50%, il me semble, les consommations énergétiques. Donc, dans ce cadre-là, je passe évidemment sur les rénovations matériaux, isolation, qui vont être systématiques, mais nous allons devoir aller sur de la Smart City. Mais ça sera la deuxième vague, entre guillemets, qui commencera à partir de l'année prochaine. L'application Smart City elle-même se fera encore une fois dans un deuxième temps, une fois qu'on aura mesuré le gain qui aura été fait. Pourquoi ? Parce que quand on parle de Smart City, que ce soit sur de l'éclairage, encore que l'éclairage, on a trouvé une solution. On a trouvé une solution, que ce soit sur la gestion des bâtiments, gestion technique, énergétique des bâtiments. Par contre, on va devoir passer systématiquement par un réseau de fibres qui n'existe pas aujourd'hui, fibre municipale, je parle bien, qui évidemment qui va coûter très cher dans notre commune, puisqu'on va devoir. On a une commune avec une typologie, avec des collines et des roches, et donc ça va coûter beaucoup plus cher qu'en pleine campagne. Donc c'est un programme ambitieux qu'on a, mais qui demande évidemment la recherche de subventions ou d'optimisation financière, si on ne veut pas exploser les budgets. On a évoqué en commission qu'on a déjà fait un dossier majeur et on va continuer pour essayer de trouver de coller au plan de relance, vous l'avez signalé aussi là-dessus. De manière à pouvoir arriver à accélérer financièrement ces travaux qui coûtent très cher, puisqu'on estime aujourd'hui ce réseau et les applications qui peuvent venir derrière à au moins une année du budget d'investissement qui vous a été prévu, qui vous a été montré. Donc vous voyez que c'est quand même très conséquent. On peut monter jusqu'à 7-8 millions suivant ce qu'on fait. C'est énorme pour une commune de notre taille. Donc on est obligé de passer par le plan de relance. Et évidemment, il y a des délais assez longs sur ces dossiers. Et l'application Smart City, pour conclure, ne s'arrête pas évidemment à la gestion technique ou énergétique des bâtiments. On a évoqué largement en commission certaines applications qui pourront avoir lieu autour de l'activité économique pilotée par Maëva Gautelier, au travers de la favorisation, au travers d'outils de l'activité économique, des commerces, de la présentation, de la communication, de l'affichage, etc. En support physique, mais ça peut être également en support dématérialisé sur les sites de la commune avec certaines applications. Évidemment, ça demande réflexion et ça demande à sortir de l'intérêt pour les commerçants. Donc ça, il y a un travail en cours qui est fait par Madame Gautelier. Il y a aussi une application plus associative. On parle de billetterie en ligne, on parle de... excusez-moi, je vais reprendre mes notes. On parle d'école numérique, on parle d'école de demain, on parle évidemment de photovoltaïque. Je reviens un petit peu sur l'énergétique, mais c'est surtout l'environnemental. Donc il y a... Tout ça, ça va de toute façon nécessiter la mise en place d'un réseau enterré qu'on n'a pas aujourd'hui. Et on va être extrêmement limité. On va commencer des choses. Monsieur Pietré est en réflexion sur les derniers points que j'ai cités. Mais par contre, ça va nécessairement passer par une mise en place d'un réseau fibre communal, j'insiste, assez important, quoi. Donc ce sont des réflexions qu'on a. Donc ne me demandez pas de programme aujourd'hui parce que tant qu'on n'a pas avancé sur les financements, sur la possibilité de financement, on ne peut qu'essayer de trouver des solutions. Mais c'est vraiment ça reste un axe de la mandature de développer les Smart Cities dans ce sens-là. Oui. Voilà, j'espère que je vous ai répondu. Merci Thomas. Ce qu'est là, vous doutez bien que je vais vous répondre. Simplement, je vous dirais, vous trouvez ça bien, moi non. La suppression de la TH, et je le dis, c'est une erreur.
parce que les collectivités locales avaient, notre commune en tout cas, et les communes n'avaient que 2 recettes, c'était l'ATH, la taxe d'habitation, et la taxe foncière. Aujourd'hui, il n'y a plus que la taxe foncière. La taxe d'habitation sur les résidences secondaires, vous avez raison, on la touche, mais c'est 1,3%. C'est-à-dire c'est peanuts. C'est peanuts. Voilà. Et même si on lui mettait le double, on aurait peanuts. Et voilà. Donc c'est l'essentiel de nos recettes, c'est la taxe foncière sur le bâti. Le non bâti, c'est peanuts aussi. Voilà. Donc c'est là-dessus. Et donc ce sont les propriétaires qui payent. Qu'ils soient occupants ou pas, qui payent. C'est les propriétaires. Donc je pense que c'est une erreur. Je vous le dis, bon, après c'est fait, c'est fait. Mais par contre, je vous rappelle une chose, quand vous dites qu'elle est compensée, oui, vous avez raison. Mais on a déjà 4 ans de retard. Elle est compensée en 2018. Et elle n'a surtout pas bougé depuis 2018, à l'euro près. C'est vrai. Mais depuis 2018, elle n'a pas bougé. Alors par contre, on nous fait construire. On veut bien jouer le jeu. L'OSRU et compagnie, on joue le jeu. Mais aujourd'hui, toutes les nouvelles constructions, il n'y a plus de taxe d'habitation. Et le foncier, on va dire, privé, normal, on le touche que 2 ans après. Et le foncier social, il y a une exonération de 15 ans. Donc vous voyez que l'arrivée de nouveaux habitants qu'on nous oblige, et ce gouvernement qui a pérennisé la loi SRU, c'est encore pire, si vous voulez. Parce qu'avant, on l'avait mis jusqu'en 2025. Eux, ils ont décidé que c'était ad vitam aeternam. Donc on va toujours courir jusque peut-être au 23e siècle, ou je ne sais pas combien, pour rattraper le déficit que nous avons. Vous voyez ? Donc de ce côté-là, on n'a pas de leçon à recevoir de ce gouvernement qui nous a enlevé la taxe d'habitation et qui nous serre le kiki au niveau des recettes. Et j'ai bien serre le kiki. Oui, ça fait partie tout simplement, M. Keila, il y a un homme que j'ai connu, il s'appelait Gaston Deffer, qui était maire de Marseille pendant je ne sais combien d'années, et par contre, il a été ministre de l'Intérieur. Et quand il était ministre de l'Intérieur, il a fait la décentralisation. C'était une bonne chose. Moi, je l'ai connu, je l'ai vu se mettre en place. C'était les lois de 83. Je l'ai vu se mettre en place. Aujourd'hui, je vois que la décentralisation que voulait Gaston Deffer, c'est fini, on l'a complètement arrêté. Aujourd'hui, on est aujourd'hui sous la coupe de l'État. Et demain, et je suis bien passé pour le savoir, j'étais à la Commission des Finances, à l'Assemblée nationale, une loi qu'a fait aujourd'hui une dotation peut très bien, une loi de finances, être changée dès l'année prochaine. Alors, vous savez, vous y croyez peut-être, mais moi, à ce que dit le président de la République, il y a longtemps que j'y crois plus. Et enfin, vous parlez de transformation numérique. On ne s'est pas servi du plan de relance. Je vous ai parlé tout à l'heure des compétences du syndicat intercommunal du Grand Vallat. Sachez qu'on s'en est servi du plan de relance. Sachez que l'ANSSI, mais ce n'est pas la commune. C'est tout simplement le SIGV qui a cette compétence. Et c'est vrai qu'ils mettent beaucoup au niveau de la transformation numérique. Dans ce cas-là, le SIGV a fait ce qu'il fallait pour en avoir. Voilà, quelques mots que je voulais vous dire, M. Keila, quand au prochain conseil municipal, nous aurons le budget, nous vous présenterons le budget, vous verrez quelles sont les propositions que nous faisons. En tout cas, moi, je note que par rapport à 2021, ça vous embête, mais c'est la vérité. Mais écoutez, cette commune n'est pas trop mal gérée. En tout cas, non seulement les électeurs le disent, mais aussi les chiffres. Merci. Voilà, donc je vous demande à toutes et à tous... Pardon ? Oui, non, enfin, débat, oui, mais à un moment donné, il faut clore le débat, vous êtes d'accord ? Autrement, on ne va pas y passer la soirée. De toute manière, pour écouter les erreurs que vous dites... Quand je vous parle de la taxe d'habitation, je vous ai répondu. Vous me dites la taxe d'habitation, elle est à l'euro près. Mais les recettes de 2018. Les recettes de 2018. Par contre, 2018, combien a-t-on de nouveaux foyers qui ne payent pas la taxe d'habitation ?
Ah mais non, mais l'augmentation des 3-4%, vous avez raison. Ah ben écoutez, mais j'ai jamais dit que vous aviez tort. Bon, écoutez, allez, ça vous fait plaisir, je vous la donne. Ah mais oui, mais à un moment donné, un débat doit être clos. Excusez-moi, M. Achache. Oui, mais vous avez posé des questions, on a débattu. À un moment donné, le débat il va être clos. Allez, vous avez la parole. On n'a pas débattu, monsieur le maire. Vous avez fait une réponse en me parlant de politique, de Gaston Defferre, etc. Sans répondre à mes questions. On parle du rapport d'orientation budgétaire. Moi, je ne parle pas du gouvernement actuel ou de celui d'il y a 20 ans. Ça m'est complètement égal. Hein, on parle simplement de ce qu'aurait dû être dans le rapport d'orientation budgétaire. Ce que je vous disais, c'est qu'il n'y a pas d'objectif en termes de recettes. Alors vous plaignez la DGF, etc., la taxe d'habitation qui est stagne, mais vous ne parlez pas, par exemple, de l'augmentation de la base forfaitaire d'imposition. Alors, quand on a un document, c'est quand même fait pour informer les gens et pour avoir une information qui est complète avant qu'on ait le budget. Sinon, on va découvrir les choses dans le budget, ça ne sert à rien. Hein, si on fait un rapport d'orientation budgétaire, c'est pour dire les choses, dire les objectifs. De même que l'engagement pluriannuel, les engagements pluriannuels, c'est une obligation du rapport d'orientation budgétaire. C'est pas dedans. Alors moi, je veux bien ce que vous voulez, vous pouvez discourir sur la politique de M. Defferre, hein, mais moi, je ne me sens pas concerné du tout, ni même par celle du gouvernement actuel. Donc parlons de ce qui devrait être dans le document et des objectifs de budget. Je n'ai pas dit que la communauté est mal gérée. J'ai dit ça? Est-ce que j'ai dit que la communauté est mal gérée? Je n'ai pas entendu de votre part. Bon, voilà. Hein, donc je n'ai jamais dit que la communauté est mal gérée. J'ai dit qu'on pourrait faire autrement. Et surtout, qu'un débat d'orientation budgétaire, c'est un débat d'orientation budgétaire, et pas sur le passé d'il y a 10 ans, 4 ans ou 20 ans. Je suis navré, mais on est obligé de vous donner des chiffres qui sont des chiffres actuels et bien connus. Vous avez découvert sur le compte administratif, parce que le compte administratif vous permet aussi, la preuve c'est que l'excédent de fonctionnement que nous avons, évidemment, on va s'en servir, c'est clair, ne serait-ce que ça peut être aussi dans les recettes de fonctionnement qui permettent d'avoir un peu plus dans l'investissement, enfin le transfert du fonctionnement à l'investissement, c'est clair. Mais si je vous entends bien, monsieur Kella, et si je vais au bout de votre raisonnement, vous êtes en train de me proposer d'augmenter les impôts locaux. Ben oui. Vous dites, mais non, mais c'est ce qu'il est en train de me dire, puisqu'il dit, vous ne voulez pas dire que ça va, machin. Oui, la taxe, la valeur locative, ça s'appelle la valeur locative, va augmenter de 3,4%. Tant mieux, ça fait un peu plus de recettes, tant mieux. C'est pas nous qui l'avons décidé, pour à la ligne. Mais par contre, en tout cas, nous avons pris l'engagement dans notre projet électoral de ne pas augmenter les impôts. Donc, nous n'augmenterons pas les impôts. Et depuis, vous n'étiez pas à cette table-là, c'est vrai, dans les années précédentes, mais regardez, depuis 2014, ils ont diminué. Le taux d'imposition locale, aussi bien au niveau de la TH que du foncier, a diminué. Certes, une fois. Mais bon, on dirait une fois n'est pas coutume. Allez, on passe donc à prendre acte que le débat d'orientation budgétaire a été fait. On est d'accord là-dessus? Non, monsieur Achache, s'il vous plaît. La contrainte, non mais attendez, à un moment donné... Mais vous verrez bien au budget ce qu'on va vous proposer comme dépenses. C'est en fonction des recettes que nous aurons. On n'a pas encore reçu les recettes, d'ailleurs, en l'occurrence. Oui. Parce que quand je vous disais tout à l'heure qu'au niveau du foncier, après vous direz que vous ne savez pas ce que j'ai dit. Évidemment, si vous ne m'écoutez pas, c'est sûr. Au niveau du foncier, il va y avoir sans doute 2 nouvelles bases qui vont être rajoutées. Aujourd'hui, nous ne le savons pas. Donc on le saura exactement. Et au niveau du vote du budget, vous aurez... Permettez-moi de vous le rappeler, parce que vous ne l'avez pas connu bien souvent, mais nous avons le vote des taxes locales, du taux d'imposition locale. Nous l'avons, et nous pourrons débattre là aussi là-dessus. Et vous pourrez proposer de baisser ou de monter comme vous voulez. Hein? OK? Je vous demande de prendre acte que le débat d'orientation budgétaire a bien eu lieu. Merci. Ensuite, on va passer donc à Maëva Gautelier qui va nous parler des derniers indicateurs économiques de la commune de Bougbelair. Madame, il ne s'agit pas d'une délibération, il s'agit simplement d'une information.
Alors vous plaignez que vous n'avez pas d'informations, et quand vous en avez, vous dites que, écoutez, vous les aurez. Merci, monsieur le maire. Donc effectivement, ça a été évoqué en commission municipale, ça a été sollicité par l'opposition. Donc ce soir, nous allons vous présenter les indicateurs économiques sur la commune de Bouc-Bel-Air et vous dresser un constat, en fait, un premier constat post-Covid-19 pour vous évoquer notamment où en sont les entreprises et comment elles ressentent la crise sanitaire et la crise économique qui va se poursuivre, hélas. Alors, les premiers constats post-Covid 2019, ils sont assez simples. Il y a de plus en plus d'entreprises, clairement, qui commencent à éprouver des difficultés. On s'y attendait, c'est pour ça qu'on l'a anticipé par la mise en place de tout un certain nombre d'actions concrètes. Les principales difficultés que vont rencontrer les entreprises, c'est notamment en matière d'approvisionnement et en matière de recrutement. Donc approvisionnement, donc par rapport aux hausses de tarifs sur les marchandises, vous avez déjà dû en entendre très certainement parler, puisque c'est un sujet souvent évoqué actuellement, et les problématiques de recrutement également. 28% des entreprises à l'échelle de la commune craignent un recul de leur activité à venir. Néanmoins, on est allé sur le terrain, on les a rencontrés, on les a sollicités, et les entreprises dans l'ensemble sur la commune de Bouc-Bel-Air restent quand même optimistes sur le niveau d'activité du premier trimestre 2021 notamment. Sur les PGE qui ont été accordés par les banques, à l'échelle de la commune, 30% n'ont pas encore été utilisés. Donc parmi les autres difficultés qu'on retrouve, donc en premier approvisionnement, deuxième difficulté ressources humaines, et ensuite sinon c'est baisse de la demande ou baisse de la trésorerie, ce qui s'explique par le fait qu'ils ont dû faire face à des imprévus, notamment pour relancer leurs activités. Mais qu'en est-il réellement de la démographie des entreprises compte tenu de ce contexte sanitaire? Est-ce qu'il fait quand même bon d'entreprendre à Bouc-Bel-Air ou pas? Est-ce que les entreprises continuent de s'y créer? Et c'est donc ce soir que nous allons vous répondre. Donc pour vous donner un ordre d'idée, en 2020 sur la commune, il y a eu 214 créations d'entreprises. Il y a une hausse flagrante des immatriculations, puisque si par exemple on compare, et vous le verrez à l'écran, le deuxième trimestre 2021 et le deuxième par rapport au deuxième trimestre 2019, on observe une hausse de 136% d'immatriculation. Donc ce qui représente un nombre important, et c'est totalement en adéquation avec les retours que nous avons. C'est un secteur très recherché, en fait. Les entrepreneurs, les créateurs ont très envie de venir s'implanter à Bouc-Bel-Air. Au niveau des radiations, c'est assez stable, ça a quand même augmenté de 60%, mais c'est beaucoup plus léger par rapport au nombre de créations d'entreprises. Au niveau métropolitain, pour vous donner un ordre d'idée, 2020 a connu un recul historique des radiations et un record des créations. 2021 reste dans une tendance similaire, mais des signes de normalisation apparaissent au deuxième semestre avec une remontée des radiations et une stabilisation des créations. Vous remarquerez qu'au niveau des immatriculations, on est largement au-dessus de la moyenne nationale et même de la moyenne départementale. Donc c'est bon signe pour notre commune. Au niveau des secteurs d'activité dans lesquels il y a le plus de création d'entreprises, alors je ne sais pas si c'est très clair à l'écran, mais globalement, pardon, à la fin s'il vous plaît, voilà, merci. Le plus de création d'entreprises a eu lieu dans le secteur des services, donc vous le retrouverez à l'écran. Sinon, c'est sur les activités d'hébergement et de restauration. Au niveau des demandeurs d'emploi, alors au niveau communal, on observe un recul du nombre de demandeurs d'emploi, donc moins 13,8% en un an. Donc c'est un taux de croissance qui est inférieur à la dynamique départementale et qui est supérieur à l'évolution nationale, puisque pour la dynamique, au niveau départemental, on observe un recul de moins 11,1% et au niveau de l'évolution nationale, donc un recul de moins 14,2%.
À fin décembre 2021, 43% des demandeurs d'emploi sont considérés de longue durée. Donc ça veut dire qu'ils sont, ils sont au chômage depuis plus d'1 an, contre 42% au niveau départemental. Donc là encore, ce sont des chiffres qui sont encourageants, puisque le taux de demandeurs d'emploi diminue à l'échelle de la commune. Le nombre de demandeurs d'emploi, pardon. Sur le taux de chômage maintenant, donc pareil, bon, c'est normal, hein, ça va avec. Le taux de chômage est en baisse sur Bouc-Bel-Air puisqu'il était de 11% en 2019 et il est de 9,90% en 2020. Et il faut aussi noter que Bouc-Bel-Air fait partie des 300 zones d'emploi ayant le plus faible taux de chômage. Donc c'est une réalité, les chiffres sont probants. Voilà, et on espère que les actions mises en place par la municipalité continueront de faire progresser ces chiffres en faveur des administrés de la commune. On va quand même évoquer les procédures collectives suite à l'épisode de la Covid-19. Donc au 4 février, il faut noter qu'il y a 5 établissements actifs sur la commune avec une procédure collective en cours. Donc sachant qu'il y a un établissement sur les 5 qui a un siège social qui se situe en dehors du territoire départemental. En termes d'emploi, ça représente quoi ? Ça signifie qu'en fait, il y a 5 emplois qui aujourd'hui sont considérés comme étant menacés ou fragilisés à l'échelle de la commune. Là encore, ce sont des chiffres assez faibles par rapport à d'autres collectivités, donc ce sont des chiffres qui sont encourageants. Au niveau des emplois fragilisés, donc il y a 52% des emplois fragilisés qui relèvent du secteur de l'industrie. Donc voilà, contre toute attente, c'est assez surprenant comme chiffre, mais en tout cas c'est une réalité. C'est l'industrie qui est la plus concernée en fait par les emplois menacés ou fragilisés. En conclusion, pour l'avenir, ce sont des indicateurs en demi-teinte pour le 4e trimestre. Les tensions actuelles laissent naturellement présager une reprise plus ou moins ardue selon les secteurs. Si on regarde les sondages qui ont été réalisés, donc 31% des chefs d'entreprise anticipent quand même une progression. 28% seulement anticipent un recul. Donc il y a plus d'entrepreneurs optimistes que pessimistes et c'est une excellente chose. Au niveau du recrutement, 17% des entreprises prévoient une hausse de leurs effectifs. Donc là encore, il y a de l'espoir, on va de l'avant et il va y avoir des recrutements très certainement à venir sur la commune de Bouc-Bel-Air. Et au niveau des carnets de commandes, donc là, un peu moins, 23% des entrepreneurs attendent une hausse contre 25% qui s'attendent à une baisse, mais qui se disent prêts à pouvoir anticiper par rapport aux prévisions qu'ils ont pu faire et aux prévisionnels qu'ils ont pu faire sur la période de la crise sanitaire Covid-19. Je préciserai pour terminer que ces données ont été réalisées en partenariat avec la Chambre du commerce et de l'industrie, qui est l'un des partenaires institutionnels de la commune. Et sinon, l'autre source, c'est l'INSEE, tout simplement. Je vous remercie. Monsieur Achache, vous voulez la parole ? Merci, monsieur le maire. Je voulais juste savoir, est-ce que vous aurez la répartition au niveau des créations d'entreprises entre les auto-entrepreneurs, les entreprises individuelles de type artisanal et les sociétés commerciales? Est-ce que vous avez la ventilation, s'il vous plaît? Merci. Pardon. C'est bon. Je vous remercie, monsieur le maire. Donc, les chiffres précis, je pourrais vous les communiquer postérieurement parce qu'on les a. Donc, ça, il n'y a pas de difficulté. Sinon, je peux vous donner une tendance. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a énormément de micro-entreprises qui sont créées. Hein. Je pense que c'est pour ça que vous posez la question. Mais il y a aussi pas mal de rachats de fonds de commerce et de rachats de droits au bail à l'échelle de la commune de Bouc-Bel-Air. Mais on pourra vous donner les chiffres sans difficulté. Merci. Je vous remercie. Merci, monsieur le maire. Est-ce que vous avez la ventilation, s'il vous plaît? Merci. 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 Merci.
Monsieur qui est là, demandez-moi la parole. Voilà, vous l'avez. Simple question, est-ce qu'on pourra avoir les transparents avec le compte-rendu du conseil municipal? Oui, pas de problème, on pourra vous communiquer le document qui a été projeté ce soir. Allez, merci. Donc, délibération. Là, on ne vote pas, hein, simplement une information au conseil municipal. La numéro 09 est retirée de l'ordre du jour. Donc, on passe à la 0210, qui est une demande de subvention auprès du conseil départemental des Bouches-du-Rhône dans le cadre de l'aide à la Provence verte. Et M. Bièche a la parole. Merci, monsieur le maire. Le pigeon, c'est un volatile bien sympathique, vous en conviendrez. Jusque-là, tout va bien. Sauf qu'il a tendance à proliférer. Et la ville de Bouc-Bel-Air est confrontée, comme de nombreuses communes, à cette prolifération. Et cette prolifération, elle a un inconvénient, c'est qu'elle produit des déjections. Et les habitants du centre-ville nous ont alertés sur une concentration de pigeons au niveau du village, avec les déjections qui vont avec. Donc, en concertation avec les habitants, nous avons examiné les différentes solutions possibles. Et la solution la plus efficace qui est apparue, c'est la mise en place d'un pigeonnier dit de régulation pour résoudre ce problème au fil du temps. Donc, pour l'achat de ce pigeonnier, alors je précise également que ce pigeonnier sera installé par une société spécialisée, comme ça a été fait dans d'autres communes, et que cette société assurera également la gestion de cet équipement qui comporte la nourriture des pigeons, qui comporte la surveillance de leur état de santé, parce qu'il ne faut pas non plus qu'ils dispersent des maladies, le nettoyage du site et surtout la régulation qui consiste essentiellement non pas de les tuer, rassurez-vous, mais de casser les œufs. Voilà, c'est les techniques qui sont utilisées par ce genre de société. Donc pour acheter ce pigeonnier, la ville sollicite le département dans le cadre de son dispositif d'aide à la Provence verte en demandant une subvention qui peut couvrir jusqu'à 70% de l'investissement. Oui, je peux peut-être préciser que l'investissement se monte à 11 400 et quelques euros environ, que cette subvention représenterait à peu près 8 000 euros, donc il resterait 3 400 euros environ à la charge de la commune, pour le bien-être des habitants du vieux village. Merci Dominique. Monsieur Canobio. Merci monsieur le maire. Où c'est qu'il va se trouver ce pigeonnier? Alors la société auquel nous avons fait appel a visité plusieurs sites possibles et le site qui leur a paru le plus approprié serait de l'implanter sur le parking de la Croix de Lorraine. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un pigeonnier, c'est un mât avec en haut du mât une sorte de petit chalet en bois dans lequel il y a des pigeons. Il y a à l'intérieur du pigeonnier ce qu'on appelle des appelants. Donc ce sont une catégorie de pigeons qui vont faire venir leurs congénères. Et au fil du temps, alors le phénomène ne va pas se constater en quelques semaines, mais au fil des mois et des années, ça devrait permettre de voir la disparition des pigeons du centre du village. Merci. Plus de questions à Dominique Bièche. Bon, là, en fait, il s'agit de demander une subvention, donc je pense que tout le monde sera favorable à la demande de subvention. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Des abstentions? Non plus, unanimité. Je vous remercie. Ensuite, on va passer à Marie-Pierre Vitello qui va nous parler de la création d'un poste permanent au registre des effectifs. Merci, monsieur le maire.
En effet, il s'agit d'un poste pour le service administration générale. Il faut savoir que ce service a vu son activité augmenter au fil du temps et s'intensifier. Et aujourd'hui, l'activité est très très importante pour ce secteur. Il faut savoir que ce secteur comporte plusieurs parties. Il y a l'état civil, il y a le social et il y a aussi l'administration générale. Donc ce secteur, vous en doutez, doit faire preuve d'une grande réactivité à l'égard de nos administrés et des différents collaborateurs. Donc c'est pour ça que ce soir, nous vous proposons de créer un poste permanent d'agent administratif à temps complet. Merci Marie-Pierre. Je rajouterai même une chose, parce qu'on ne l'avait pas avant, c'est qu'aujourd'hui l'inscription sur les listes électorales peut se faire par le net, elle peut se faire aussi par des gens qui viennent, et qu'il y a eu un changement dans l'inscription, dans la procédure, puisque maintenant le maire doit répondre dans les 5 jours, oui ou non. Et après, il y a d'ailleurs une commission des listes électorales qui se réunit, je crois, c'est toi Dominique qui préside, qui se réunit tous les combien ? Tous les ans, qui contrôle ce qu'a fait le maire. Voilà. Parce qu'après, si dans les 5 jours, on ne donne pas un avis à la personne, c'est considéré comme acquis. Prochaine réunion, 18 mars. Voilà, prochaine réunion pour la commission, parce qu'il y a opposition aussi dedans, le 18 mars. Voilà. Et l'arrêt pour les services, l'arrêt des inscriptions, c'est vendredi. Voilà, donc pas de questions là-dessus. Pour la création d'un poste permanent en registre effectif, est-ce qu'il y a des voix contre ? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions ? Non plus, unanimité. Je vous remercie. Ensuite, toujours avec Marie-Pierre, là, c'est un poste non permanent pour faire face à un accroissement temporaire d'activité. Donc, ce poste-là, c'est un poste dédié au service technique qui subit aujourd'hui un accroissement d'activité, notamment au niveau de la voirie. Et donc, pour pouvoir assurer toutes les tâches et missions indispensables à l'amélioration et au maintien de la qualité du service pour nos administrés, il est proposé donc au Conseil de ce soir la création d'un poste non permanent au registre des effectifs. C'est un poste d'agent d'exploitation et d'entretien de la voirie à temps complet. Ça sera un grade catégorie C d'agent technique. Question Marie-Pierre, pas de questions. Je mets aux voix cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre ? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions non plus? Unanimité. Je vous remercie. Ensuite, Marie-Pierre, continue à informer le conseil municipal, puisque là, tu vas parler de santé et prévoyance des agents municipaux. Oui, donc là, c'est une information que nous devons vous faire. Donc, depuis le 1er janvier 2022, la loi oblige les employeurs à participer au financement des garanties de protection sociale, entre autres la mutuelle, et de prévoyance de leurs employés au travers de conventions de participation. Alors, pour notre commune, cela ne change rien, puisque suite à une décision politique de 2018, la commune participe depuis le 1er janvier 2019 au financement de la santé et de la prévoyance des salariés de la commune. Donc, pour le cas de notre collectivité, puisque la loi le prévoyait, qui a devancé l'obligation légale, la loi veut que les dispositions déjà mises en place fassent l'objet d'une communication auprès des assemblées délibérantes. C'est ce qui a été fait au niveau du comité technique du 2 février 2022 et donc ce soir auprès du conseil municipal. Je ne sais pas si j'ai été claire. Très, très claire, très concise. On le faisait alors qu'on n'était pas obligé. Par contre, on ne le disait pas, et donc maintenant, la loi nous oblige à le dire. Voilà. Depuis que c'est devenu obligatoire pour les collectivités. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus ? Pas de questions, donc il n'y a pas de... On prend acte simplement de l'information. Mes chers collègues, on a encore une question. C'est... Ah ben ça, non. Qui c'est qui m'a piqué, là ? Ouais, enfin, ça, c'est... C'est la note de synthèse, mais j'avais un dossier avec la... Ma foi, je ne l'ai plus. Bon, c'est pas grave. Simplement, je vous en ai parlé dans ma déclaration liminaire. Il vous est proposé de verser une subvention au comité à la Croix-Rouge, comité international de la Croix-Rouge.
une subvention de 1 euro par tête d'habitant, et nous sommes, au 1er janvier 2022, nous sommes 15 143 habitants de Bouc-Bel-Air. Donc il vous est proposé de faire une subvention de 15 143 euros. C'est bon? Je mets aux voix cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Non plus. Unanimité. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, nous avons encore les questions diverses qui ont été posées par la liste Canobio, mais elle a un nom, non? Bouc avant tout. Alors, question numéro 1. Commission sécurité, s'est-elle réunie depuis le début de la mandature? Si oui, pourquoi M. Alberici n'a jamais été invité? La dernière fois où elle a été réunie, c'était le 5 octobre à 18h. Si j'ai bien compris, vous posez cette question parce que vous voulez revenir sur le fait que vous ne receviez pas les courriels. Et vous ne recevez toujours pas les courriels. Bon, alors... Pardon? Mais c'est elle qui vous transmet les documents, c'est juste, c'est normal. Mais non, mais la dernière a eu lieu le 5 octobre. Donc vous ne pouvez pas en avoir reçu puisqu'elle n'a pas eu. Bon, donc votre boîte électronique marche bien alors, à la signature. Mais vous ne recevez pas les convocations de quoi? Le conseil municipal. Ah non, non, mais ça c'est normal. Ça c'est normal. Ça c'est pas du tout. C'est un choix, si vous voulez, que le maire fait. Il confirme la convocation au conseil municipal par courrier apporté chez vous. Voilà, c'est clair. Vous savez, bon, c'est pas vous, hein, je ne mets pas en doute votre position, mais j'ai connu quelqu'un qui systématiquement disait qu'il ne recevait pas. Donc la troisième fois, j'en ai eu marre. Je lui ai envoyé un recommandé accusé à réception. Comme ça, il a dû venir chaque fois à la poste pour récupérer son courrier. Voilà. Non, mais à con et demi, excusez-moi. Voilà. Donc là, aujourd'hui, vous recevez bien sur votre adresse électronique quand vous avez des messages, parce qu'il y a autre chose. Bon. Il reçoit de Corinne, donc votre adresse courriel, elle fonctionne. Non. Bon. Alors, Monsieur Alberici, alors soyons clairs. On vous l'a déjà dit, mais je vous le rappelle. Prenez votre tablette, allez au SIGV, c'est là où on a le service informatique, qui est rue du Boulot sur Simiane, mais enfin, vous savez, c'est la commune de Bouc est d'un côté et la commune de Simiane de l'autre, de la rue. Vous allez là-bas et vous faites formater votre tablette si vous avez un souci de ce côté-là. OK? Alors, sur votre deuxième question, commission école, s'est-elle réunie depuis le début de la mandature? Si oui, pourquoi M. Alberici n'a jamais été invité? J'avais compris, si vous voulez, que vous étiez concerné, c'est pour ça que je répondais. La dernière réunion a eu lieu le 19 novembre à 17h30. Voilà. Alors, après, vous avez posé une troisième question. Dans le projet Bouc avant tout 2020-2026, il était proposé de réhabiliter le site de Manche-Gary en y implantant un parc aquatique, pôle d'excellence du surf. Cette promesse électorale est-elle toujours d'actualité? Alors je vous répondrai très simplement, plus que jamais. Aujourd'hui, le mois prochain, Alteo va arrêter le processus dit Bayer, c'est-à-dire qu'ils ne feront plus de boue rouge, et ils prendront directement la bauxite blanche, qui fera qu'il n'y aura plus de boue rouge, pour la transformer en alumine. Par contre, c'est le mois prochain, donc il y aura, à la suite je crois que Alteo remet à Rio Tinto, qui est le propriétaire du site, remet à Rio Tinto les clés au mois de septembre,
et Rio Tinto, avec lequel nous allons discuter sur la réhabilitation. Rio Tinto, après, verra. Vous le savez, je ne sais plus qui est venu dans les Cévennes, là où il y avait un... Qui c'est qui est venu? C'est toi, Philippe, hein, qui est venu. Tu as vu qu'ils remettent en état, mais il a fallu des années. Hein, donc, même les études ont duré des années. Donc, on part sur quelque chose où, je rappelle qu'en 2020, nous n'avions pas encore, l'année 2020 ou fin 2019, pas encore cette joie de savoir que le procédé Bayer allait s'arrêter. Et donc que les baux rouges allaient s'arrêter d'être mis en stockage, soi-disant temporaire. Je suis dubitatif sur le mot temporaire, vous l'avez compris, mis en stockage à Manche-Gary. Aujourd'hui, on sait que ça va s'arrêter. C'est déjà quelque chose d'énorme. Après, on va voir comment on va réhabiliter. En tout cas, j'en discuté pas plus tard que jeudi avec le sous-préfet que j'ai rencontré. Je crois qu'il va créer pas une commission de suivi total d'Altéo, parce qu'il y a la mer et la terre. La mer, c'est toujours l'eau qui arrive dans la fosse de Cassis, mais il y a aussi la terre, et on va arriver à faire en sorte qu'on va avoir plus de facilité pour réunir la terre, c'est-à-dire en fait ce qui nous concerne nous. Voilà. OK ? Mesdames et messieurs, l'ordre du jour étant clos. Attendez, on me dit... Ah oui, la prochaine séance aura lieu le 28 mars et non le 21. Au départ, c'était prévu le 21, comme celui-là qui était prévu le 21 février, qu'on a décalé au 28 février. Ça sera la même chose pour le prochain conseil municipal, le 28 mars. Mesdames et messieurs, chers collègues, bon appétit et bonne soirée à vous.